Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation sur l'autisme que je présente aujourd'hui avec Moesha, ma collègue. Donc on est toutes les deux neuropsychologues à Neurofeedback Luxembourg. On avait envie de parler de ce sujet parce que il y a pas mal de choses qui sont méconnues dans le grand public. Et c'est quelque chose qu'on reçoit très souvent en consultation. Alors, si ça peut aider d'autres personnes qui sont pas sur Luxembourg pour bénéficier de nos services, on s'était dit que on allait informer le plus de monde possible et vous donner le maximum d'informations et de clés si ça peut vous aider, comme ça aide les personnes qu'on rencontre toute la journée. Alors, la première chose, une des plus grandes choses qui m'a donné envie de faire cette présentation avec Moesha, c'est au niveau des chiffres. Je suis tombée sur une étude qui assez récente qui expliquait qu'en fait, dans l'autisme, on dit toujours que c'est 4 garçons qui sont diagnostiqués pour une fille, donc que ce serait un trouble qui touche plus les garçons. Et en fait, il s'avère que c'est pas correct et qu'il y a plus de 80% des filles qui ne sont pas diagnostiquées ou alors pour une partie très tardivement, bien après 18 ans. Et je trouvais ce chiffre complètement hallucinant parce qu'on parle pas de 20%, on parle pas de 40%, on parle de 80%. Moesha avait déjà fait une présentation sur ce thème-là dans le cadre du trouble de l'attention dont on vous reparlera tout à l'heure. Mais du coup, ouais, je me suis dit, c'est un sujet super important. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'adultes, et notamment les femmes, les filles, sont pas aussi bien diagnostiquées? Parce que vous verrez que ça peut mener à quand même des conséquences assez dramatiques à l'âge adulte. Moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai été diagnostiquée, alors pas avec l'autisme, mais avec le trouble de l'attention, hyperactivité et dyscalculie sur le tard. J'avais 24-25 ans, je vais avoir 30 demain. Et je me rendais pas compte à quel point en fait ça faisait ça avait un effet négatif sur mon quotidien et sur mon humeur, à quel point je me sentais dépassée, stressée et que je comprenais pas pourquoi moi j'arrivais pas, je me sentais nulle, etc. jusqu'à ce qu'on me dise mais en fait Mélanie, tu sais que tu as une dyscalculie sévère et tu as un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et on a commencé à m'expliquer tous mes symptômes et je me suis dit ah mais c'est ça. Ok, en fait, j'ai commencé à réfléchir à ça et à me poser des bonnes questions quand j'ai commencé à travailler dans le domaine. Avant, je connaissais pas toutes ces choses-là. C'est en travaillant ici, en me disant, ah, je trouve que j'ai quand même beaucoup de symptômes. Ça m'a l'air d'être plus que simplement du stress. C'était un vrai soulagement de me dire que j'étais pas bête ou que j'étais pas bizarre ou que j'étais pas nulle ou voilà. Donc du coup, on espère que cette présentation, ça vous aidera. Alors, il y aura plusieurs parties. Celle-ci, c'est une introduction au sujet de l'autisme. On va parler un peu de tous les mythes, des symptômes qui sont les plus connus versus ceux qui sont ce qu'on appelle du masquage et qui empêchent de se faire diagnostiquer, qu'est-ce que c'est, etc. Et de regarder un petit peu en termes de solutions ce qu'il existe. Et puis, on fera prochainement une seconde présentation avec Moesha pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet au niveau du cerveau, puisque notre métier, c'est une formation qui est spécialisée dans le fonctionnement du cerveau. Donc, et on travaille avec tous les jours, on l'observe, on l'analyse, etc. On le traite. Donc, on parlera de ça dans une seconde vidéo. Donc, Moesha, je vais te passer la main, puisque c'est à ton tour. Donc, voilà, je te laisse la main. Donc bonjour à tous, moi c'est Moïcha, du coup comme Mélanie l'a dit. Je vais commencer par parler des nombreux mythes qui existent vis-à-vis de l'autisme. Il y a des images qui sont préfaites, des stéréotypes en fait tout simplement, qui existent sur l'autisme. Et donc nous on est là aujourd'hui aussi pour vous expliquer ce qui est vrai et savoir dénouer le vrai du faux. Et donc souvent, l'un des mythes principaux, c'est que les autistes, ils ont une intelligence supérieure. Ils sont hors de la norme. Voilà, ils sont capables de faire du calcul mental très rapidement. Ils peuvent vous donner toutes les pièces d'une voiture de tête. Ils sont des professionnels de l'art, etc. Enfin, il y a plein de stéréotypes comme ça. Mais pour le coup, alors ça peut être vrai. Mais à savoir que l'autisme, c'est un spectre. Donc, les personnes autistes, elles peuvent avoir... ça peut aller de la déficience intellectuelle à justement cette intelligence exceptionnelle. Mais il y a beaucoup, la majorité des personnes autistes, elles ont une intelligence dans la norme, en fait. Et n'ont pas des capacités supérieures à qui que ce soit d'autre.
Ensuite, l'autisme, ça a été considéré beaucoup comme une maladie, et encore aujourd'hui. Et ce que nous, on veut insister sur le fait que non, ce n'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on soigne, on prend pas des médicaments et on l'éradique. C'est juste une manière différente de fonctionner en fait. Le cerveau, il s'est développé autrement pendant la grossesse et de nombreux facteurs environnementaux aussi ont influencé. Et c'est juste une manière différente pour le cerveau de fonctionner. Et donc, c'est plus un trouble neurodéveloppemental, c'est de la neuroatypie, et donc c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre et pas quelque chose dont on veut se débarrasser. Voilà. Le troisième mythe, c'est que l'autisme il découlerait de l'éducation parentale. Et donc en fait ça découle d'une d'une hypothèse de psychanalyse qui dirait que les enfants autistes qui n'ont pas eu d'affection de la part de leur mère, les enfants qui n'ont pas eu d'affection de la part de leur mère finiraient autistes, ce qui est totalement faux. On s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec ça, et que l'autisme, comme dit dans le mythe précédent, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça intervient avant l'éducation, de toute façon. Oui, c'est au niveau du cerveau. Et puis, c'est dramatique, en fait, parce que cette théorie-là, on est aujourd'hui en 2025. Et il n'y a pas plus tard que il y a 7 ans, quand j'étais aux études encore et que je faisais des stages dans des centres ressources autisme, c'est comme ça qu'on les appelle en France. C'est des centres dédiés au diagnostic et à l'aide pour les personnes autistes. On recevait régulièrement des jeunes, des familles où les diagnostics c'était vous l'avez pas assez aimé, et ce de la part de psychiatres ou de psychologues, que c'est parce que vous l'avez pas assez aimé qu'en gros il est bizarre. Non, il y a toujours encore des professionnels comme ça de santé qui sont sur ces théories-là, malheureusement. Et qui refusent. J'ai même entendu lors de ce stage avec l'équipe, comment ils avaient dit ça. Ah oui, c'est même un psychiatre qui avait dit à une mère que l'autisme, ça n'existait pas, que c'était quelque chose d'inventé, que c'était juste parce qu'elle ne l'aimait pas et que du coup, il fallait faire une thérapie. Enfin, non, ça n'a rien à voir, c'est le cerveau qui se développe différemment, et ça n'a rien à voir avec la mère ou le père ou l'éducation ou l'amour que vous leur donnez, parce que je peux vous dire que les enfants qui ont été maltraités ou qui ont subi des violences familiales ou qui avaient des parents qui n'étaient pas émotionnellement disponibles, ils finissent pas autistes. Et c'est pas quelque chose qu'on attrape, pareil, c'est pas une maladie, donc voilà. Mais c'est dingue que et toujours, même de la part des professionnels de santé, que ce soit encore la norme, quoi. Moi, ça me hérisse les cheveux de la tête. Et puis on parle aussi de vis-à-vis des professionnels de santé, il y en a encore beaucoup aussi qui utilisent le terme de psychose, de l'autisme comme étant une psychose, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça n'a rien à voir avec une psychose. Les symptômes peuvent avoir l'air similaires par exemple, pendant une crise. Voilà, Ouais. ça peut avoir l'air d'une crise psychotique, mais ce n'est absolument pas le cas en fait. Une crise chez une personne autiste, chez un enfant autiste, chez un adulte autiste, elle exprime une émotion, elle exprime un message, il y a quelque chose qui en ressort. Alors qu'une crise psychotique, en fait, c'est juste une décompensation de quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec... On perd pied avec la réalité, en fait. Voilà, c'est ça. Alors qu'une crise autistique, c'est un surplus de surstimulation, et la personne, elle sait pas le gérer et ça explose. Voilà. En gros, ça n'a rien à voir. Ou alors, il y a quelque chose à exprimer, il y a un message derrière, c'est je veux dire quelque chose. Donc, ouais, quand ils n'arrivent pas à s'exprimer, ça génère de la frustration et ils s'énervent. Ouais, ils sont pas compris. Quatrième mythe, que les autistes ne peuvent pas avoir, donc les personnes sur le spectre ne peuvent pas avoir de vie normale. C'est absolument pas le cas. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont une vie totalement normale. Et qu'est-ce qu'on appelle vie normale ? Qu'est-ce que la norme, encore une fois, hein, du coup, parce qu'il y a aussi avoir une vie agréable. Parce que ce qui est considéré comme une vie étant normale, c'est avoir une relation, se marier, avoir des enfants, avoir une voiture, avoir un travail, etc. Alors qu'on peut vivre très agréablement sans avoir tout ça, et notamment pour les personnes autistes. Sans pour autant dire, les personnes autistes peuvent avoir ce type de vie aussi. Hein, avec un environnement adapté, une prise en charge adaptée, et selon là où la personne se situe sur le spectre, hein, même, on peut avoir une vie totalement normale et du moins agréable. Oui, non, mais c'est ça, hein. C'est pas parce que vous apprenez que votre enfant a de l'autisme qu'il pourra jamais faire d'études s'il en a envie, qu'il pourra jamais avoir un travail s'il en a envie. Certes, ça a plus de difficultés, hein, quand on a une différence, forcément il y a des choses pour lesquelles on doit un peu plus se battre et un peu plus mettre d'efforts, parce que dans la société il faut
la société peut pas forcément aussi s'adapter à tous et toutes. Voilà, c'est la réalité du terrain actuel. C'est plutôt même l'inverse. Il y a plein de parents toutes les rentrées qui se battent pour arriver à maintenir leur enfant à l'école et le système scolaire n'en veut plus. Donc c'est pas facile, mais c'est pas une fatalité non plus. C'est ça qu'on voulait dire aussi. Sa vie n'est pas terminée parce qu'il a de l'autisme. Voilà, je peux vous donner des exemples. Mon conjoint, il travaille, il est avec moi, on est normal. On a un logement à nous. Il a de l'autisme, ça l'a pas empêché d'avoir un travail et de vivre tous les jours. Alors ça a son lot de challenges, mais ça n'empêche pas du tout de grandir et de se développer. Et ça permet aussi de rebondir sur cette notion de masking, en fait. Parce que du coup, les femmes qui masquent, on pourrait pas dire qu'elles sont autistes, elles sont même pas diagnostiquées autistes, elles ont une vie totalement ce qu'on appelle normale. Et du coup, ça n'empêche pas qu'elles sont autistes. Donc c'est possible. Après, ça demande plus d'efforts, ça c'est sûr, mais c'est pas impossible. Donc ouais, elles ont grandi sans le savoir. Moi, c'était pareil. J'ai grandi et j'ai été aux études et tout ça sans avoir su que j'avais le trouble de l'attention ou la dyscalculie. Oui, j'ai galéré dans plein de choses et j'étais jamais la première de la classe, mais ça m'a pas empêché de faire des études scientifiques avec des maths et des choses comme ça et d'être dans le métier où je suis aujourd'hui malgré tout. Donc voilà. Donc, autre mythe, qu'il n'y a pas d'émotion ni de langage et qui sont asociaux. Ce qui est faux. Les autistes, ils ressentent les émotions. Ils ont des émotions. Ils ont du mal à les décoder. Voilà, c'est compliqué pour les personnes autistes de décoder les émotions et de comprendre les émotions sur le visage des gens et dans la voix. Donc, ce qu'on appelle la prosodie, c'est le ton de la voix, l'intonation, la variation de la voix. Ils ont beaucoup de mal avec ça. Et donc, ce qui fait aussi qu'ils ont beaucoup de mal avec tout ce qui est langage implicite, le sarcasme et les choses comme ça. Ouais, et puis souvent, je remarque, désolée, je te coupe, Moïcha, non, t'inquiète. parce que je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire ils en ont, mais ils ont du mal à les décoder, et ça me fait penser justement à mon conjoint, c'est que souvent, en fait, comme l'émotion, elle peut être vécue très fortement, comparée à peut-être quelqu'un qui n'a pas l'autisme, ça les déborde vite. Il y a tout de suite un impact physique qui va arriver. Donc, c'est-à-dire que ce qui pourrait être un petit moment stressant pour nous va être extrêmement anxiogène pour eux. Donc, ils vont avoir mal au ventre ou ils vont commencer à avoir des douleurs dans le dos ou des choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, ils vont se dire, il y a un truc qui va pas avec mon corps et ça peut avoir tendance à les rendre un petit peu parfois plus hypochondriaques et à se demander, ok, peut-être que je vais être malade, peut-être que je me suis coincé un truc, alors qu'à la base, c'est peut-être une émotion qui l'a déclenché. Et ça peut être assez confus. Ça, c'est quelque chose que je remarque souvent chez les adultes avec un QI dans la norme qui ont ce genre de type de spectre sur le spectre au niveau de l'autisme. Et au niveau du langage, du coup, ici, il y a des autistes qui parlent très bien. Il y a en effet des enfants autistes ou même des adultes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer et qui n'ont pas accès au langage ou qui ne veulent pas s'exprimer avec des mots aussi. Après, il y a plein d'autres méthodes pour la communication. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont absolument pas de souci à s'exprimer et qui parlent très bien. Et Mélanie parle de son conjoint, il n'y a pas de souci à avoir une conversation avec lui. Voilà. Il s'exprime tout à fait normalement. Voilà. Et pareil pour le fait qu'ils soient asociaux, encore une fois. Pas du tout. Pas du tout. Ils peuvent avoir des amis, ils peuvent avoir des proches. Ça dépend aussi de leur intérêt. De leur intérêt pour la chose, s'ils veulent avoir des amis. Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas eux qui ne veulent pas avoir d'amis, c'est la société qui n'est pas coupée pour eux, et donc parfois ils sont interprétés comme étant bizarres, comme étant un peu voilà, donc ils sont mis sur le côté. C'est pour ça que généralement on voit les enfants autistes un peu plus seuls ou les adultes autistes un peu plus seuls. C'est difficile de s'intégrer. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas avoir d'amis et qu'ils sont asociaux. Ça c'est pas du tout le cas. Et puis parfois, comme c'est quelque chose qui est anxiogène, la communication, ils accordent pas non plus leur confiance aussi super rapidement. Ils vont vraiment rester avec des gens avec lesquels ils se sentent à l'aise et qui leur laissent cette place, qui leur laissent être eux-mêmes aussi et s'exprimer, comme ça, sans leur en tenir rigueur du fait de leurs différences. Donc souvent aussi, les personnes dont on va être proche quand on a un trouble du développement, que ce soit le TDA ou l'autisme, etc., très souvent les gens dont on va être proche, ce sont des gens où il y a de fortes chances, c'est pas systématique, mais qui soient aussi sur le spectre de quelque chose. Parce qu'en fait, du coup, entre nous, on se comprend, on se juge pas, il n'y a pas de bizarrerie, il n'y a pas de choses là. C'est un safe space, comme on dit en anglais, on se sent en sécurité, quoi.
Autre idée frauduleuse, ce serait que l'autisme serait causé par un vaccin, et notamment le vaccin ROR. Donc ça date d'une étude de 1998, où en fait, pour l'explication rapide, c'est un médecin qui a fait une étude avec un très petit échantillon, donc très peu d'enfants. Je crois que c'est une dizaine, Mélanie, c'est ce que tu me disais. C'est 12 Voilà. enfants. Une douzaine d'enfants, où chaque enfant avait eu ce vaccin et était autiste, et donc il a conclu que le vaccin causait l'autisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Déjà, la validité de l'étude est remise en cause par la taille de l'échantillon, mais aussi par la manière dont elle a été faite. Et en fait, c'était juste dans le but de discréditer l'entreprise qui avait fait ce vaccin, pour que lui puisse vendre son propre vaccin et dire ah regardez, ben moi je fais le vaccin et ça rend pas les enfants autistes. Donc il y a aucun lien, absolument aucun lien entre l'autisme et la vaccination, ça n'a absolument rien à voir. On revient au deuxième point, l'autisme c'est pas une maladie, c'est pas causé par quelque chose, ça n'émerge pas du jour au lendemain, c'est toujours présent, c'est juste c'est difficile, ça peut être plus difficile à détecter, quoi. Oui, c'est dramatique parce que du coup, ça a fait peur à énormément de parents, ce qui est complètement légitime parce qu'en tant que parent, vous n'avez pas envie de faire quelque chose à votre enfant qui va lui faire du mal ou qui va le rendre malade. C'est tout à fait logique, n'importe qui de sensé ne ferait pas ça, mais en fait, ce qui est dramatique, c'est que ce médecin, et pourtant médecin, hein, avait vraiment des mauvaises intentions, il voulait juste faire son business et vendre sa marque, mais même vaccin, c'était aussi pour la rougeole et rubéole, hein, et les oreillons, c'était pas rien de différent, c'était juste son produit. Et donc il voulait discréditer le laboratoire pharmaceutique en utilisant une étude, voilà, je veux dire, moi j'ai eu le vaccin ROR, j'ai pas d'autisme, Moesha, t'as été vacciné aussi, tu l'as pas, enfin... Si je regarde tout autour de moi, tous les gens qui ont eu ce vaccin-là qui n'ont pas l'autisme, donc voilà. Mais le problème, c'est que ça date d'il y a très longtemps, et je crois le journal a mis quasiment 10 ou 15 ans pour l'enlever de la publication. Donc en fait, l'idée, elle a eu le temps de s'installer, et c'est dramatique parce que ça fait 10 ans maintenant que les pédiatres tirent la sonnette d'alarme, et notamment en France, là je lisais un article, il y a les cas de maladies infantiles, d'infection des poumons, d'infection de la peau, etc., des choses qu'on avait éradiquées qui explosent dans certaines écoles, où ils sont obligés de mettre des quarantaines et des choses comme ça, parce que du coup, les parents ayant peur, ne voulant pas faire de mal à leurs enfants, vaccinent moins ou pas, ou plus tard, et du coup, il y a ces maladies qui reviennent, et sauf que elles sont pas anodines. Moi, malgré le vaccin, j'ai quand même attrapé les oreillons. Voilà, le vaccin n'empêche pas de tomber malade, ça tout le monde le sait. Par contre, ça protège pour éviter d'en mourir, parce que les oreillons, vous en mourrez. Je peux vous dire que c'était encore pire que le Covid, hein. Pour ceux qui ont un Covid carabiné, j'étais vraiment pas bien. J'ai dû me mettre en isolement parce que c'était dangereux pour les hommes, etc. J'avais une fièvre, je savais même pas rester éveillée quelques heures. Donc le médecin venait tous les jours à la maison, il a dit si ta fièvre elle descend pas, on va devoir t'hospitaliser, etc. Alors heureusement, mes anticorps ont direct attaqué grâce au vaccin que j'ai eu à l'époque, et mon système immunitaire s'est mis en route. Mais voilà, faut pas rigoler avec ces maladies-là, ça vous tue. Il n'y a pas de traitement. Si vraiment votre système immunitaire il n'est pas entraîné pour, ils peuvent pas vous traiter. La fièvre ne fait qu'augmenter, et vous finissez par faire des crises convulsives d'épilepsie. Et puis, et voilà, c'est tout ce qui va se passer. Tout va augmenter, la température, jusqu'à ce que votre corps lâche, quoi. Donc j'avoue que j'étais pas très rassurée. Donc il faut quand même pas minimiser ça. Et je sais que ça va sûrement, comme on dit, déranger des plumes, voler dans les plumes, mais c'est la vérité, c'est que c'était de la malhonnêteté à la base. Et il y a ce cas-là encore récemment. Je crois que c'était il y a 2 ans, Moesha avec Alzheimer, là où il y avait eu un grand scandale et qui se rendait compte que le laboratoire pharmaceutique avait réussi à faire vendre un traitement pour Alzheimer qui en fait était complètement inutile, et pendant 20 ans, ils ont fait des milliards et des milliards de dollars alors que ça servait à rien dans la maladie. Ouais. Et ça a été découvert bien trop tard, donc voilà, mais entre-temps, le mal était fait. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est le problème. Donc oui, c'est le genre de choses avec lesquelles il faut faire attention. Les vaccins, ça cause pas des troubles neurodéveloppementaux dans tous les cas. Donc, non, parce que c'était déjà là avant, en fait. Voilà. Le cerveau se développe dans le ventre de la mère.
Et donc, c'est quelque chose d'autre qui cause ça. Les signes se voient pas forcément tout de suite dès la naissance, hein, on en parlera après, hein, des signes qui sont très clairs et d'autres moins. Hein, comme dit, il y a plein d'adultes qui se font pas diagnostiquer, donc ça, l'autisme se voit pas forcément tout de suite, mais plus tard. Un autre mythe qui dirait que l'autisme serait un trouble de l'enfance rare. Donc, comme Mélanie, elle en a parlé tout au début dans l'introduction, c'est beaucoup moins rare que ce qu'on pense. Donc, il touche environ une personne sur 36. Donc, c'est une étude récente qui a été faite aux États-Unis parce que c'est un peu difficile de trouver une moyenne générale pour les différents pays parce qu'en Europe, c'est différent et puis aux États-Unis, c'est différent, en Asie, c'est différent. Mais du coup, c'est une condition qui est très courante et beaucoup plus courante qu'on le pense. Et encore une fois, si on revient sur le masking, c'est encore plus courant chez les filles aussi qu'on ne le pense. On a tendance à dire que c'est beaucoup plus un trouble chez les garçons. Et je crois que c'est même le point suivant. Oui. Que ça touche majoritairement les garçons, voilà. Alors que c'est pas le cas, ça touche même plus les filles, sauf qu'elles le masquent plus facilement et c'est loin d'être un trouble rare. Voilà. Ouais, comparé à d'autres troubles dont on va parler. Donc effectivement, si on regarde les chiffres et la prévalence, comme disait Moesha, l'Europe c'est difficile parce qu'ils n'ont pas fait un consensus au niveau des critères diagnostiques, donc chacun y va de son petit diagnostic et donc ces chiffres, voilà. Donc ça, les différences étaient tellement énormes que j'ai pas pu vous faire une moyenne ou une tendance. Donc je suis restée sur les chiffres aux États-Unis, surtout que comme l'étude date de 2023, c'est pas si vieux que ça. On est quand même passé sur les dernières décennies de 1 enfant sur 200 à l'époque à 1 enfant sur 36. Pourquoi ? Parce que on sait que avant, les seuls enfants qui étaient diagnostiqués autisme, c'est ceux qui étaient déficients mentaux, c'est ceux qui se tapaient la tête contre les murs, qui parlaient pas, donc c'était assez visible, on voyait qu'il y avait quelque chose qui les handicapait dans leur développement, mais on sait aujourd'hui que l'autisme c'est loin d'être que ça, et en fait du coup, si vous ajoutez tous les adultes et toutes les femmes qui sont qui passent à la trappe, ça vous fait du 1 sur 36 et c'est beaucoup. Parce que si on prend une classe d'enfants en France, maintenant je pense que c'est 30-35 élèves, Ouais. vous en avez au moins un, sinon plus, dans cette classe qui a de l'autisme. Voilà, pour vous donner une idée. Alors le ratio filles-garçons, on revient dessus, 80% des filles masking. Alors masking, on en parle depuis tout à l'heure, c'est quoi ? En fait, c'est un terme anglais, mais c'est la même chose en français, c'est masquer. C'est comme si vous mettez un masque, vous cachez ces choses-là. Donc en fait, vous compensez pour que les symptômes ne se voient pas. Voilà. Et c'est dingue parce que c'est quelque chose que vous faites sans même savoir que vous avez ce trouble-là. C'est quelque chose. Alors il y a des causes très sociétales par rapport à ça chez les femmes, mais en gros elles ont la tendance à se suradapter pour rentrer dans un moule sans même s'en rendre compte et du coup elles s'épuisent. Mais on va en parler après. Du coup, on disait toujours que c'est 4 garçons pour une fille. Et avec les estimations, quand on corrige avec ce ratio, c'est plutôt 3 garçons pour 4 filles. Donc c'est complètement l'inverse de la balance. Dans le TDA, le trouble d'attention, il y a forte chance que ce soit pareil. Hein. Je sais pas s'il y a une étude qui a été faite avec le pourcentage de masking dans le TDA. Moesha, quand tu avais fait la présentation, peut-être pas encore. J'ai pas souvenir, mais je sais que c'était aussi le ratio était beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait entre les filles et les garçons. Tu vois. Donc c'est plus élevé, ouais. Ok. Donc en fait, c'est des millions d'adultes qui sont concernés. De la génération de mes parents, de mes grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous ces gens-là, en fait, qui, à l'époque, on n'avait pas les connaissances de toutes ces choses-là, ou qui ont l'air... C'est comme je vous dis, comme c'est pas une maladie, que c'est pas comme quand on se casse une jambe, on voit que vous avez un plâtre, on voit que vous avez un problème. Moi, si je vous dis pas que j'ai le TDA, alors pour ceux qui sont sensibles vont peut-être s'en rendre compte que j'ai tendance à beaucoup gigoter, etc. J'ai du mal à rester assis, et pourtant, je vous garantis, je fais un effort. Mais ça me démange dans le corps. Mais je veux dire autrement, c'est pas marqué sur mon front que j'ai une différence. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible. J'ai des difficultés, mais en fait, ça se voit pas si je suis assise sur une chaise en train de travailler au bureau. Qu'est-ce que j'ai de différent avec Moesha, quoi? Voilà, c'est ça la chose.
Et ce qui rend aussi les choses plus complexes, surtout chez les adultes, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle des comorbidités. Donc, c'est quoi les comorbidités? Ça veut dire quand vous avez, en plus d'un trouble, vous avez d'autres troubles. Parce qu'il faut savoir que dans le trouble du développement, il y en a beaucoup qui sont très copains. C'est-à-dire que l'autisme vient très très souvent avec d'autres troubles, le premier étant l'épilepsie, des charges épileptiques. Il y a aussi le trouble de l'attention et l'autisme, ils sont super copains, donc vous pouvez avoir les deux. Les troubles 10, et après vous rajoutez là-dessus en tant qu'adulte les difficultés de la santé mentale, anxiété, dépression, Burnout. voilà. Burnout, voilà, ça c'est le plus grand. Donc ça, ce sont ces choses-là. Voilà, donc ça, ces chiffres, c'est important d'en avoir parlé. Maintenant, on va parler un petit peu plus donc des symptômes. Donc je vais redonner la parole à Moesha de qu'est-ce qui est le plus Flagrant. visible. Ouais, Voilà. le plus flagrant, ce qui ressort pas du handicap invisible en fait. C'est quand il y a ces signes-là, on se dit ah voilà, il y a une susceptibilité d'autisme. Donc en premier, c'est les difficultés d'interaction sociale et de communication. Donc comme je l'ai dit aussi avant, les personnes autistes, elles ont beaucoup de difficultés à déceler les émotions sur les visages, les symptômes, les signes de communication sociale, la communication implicite. Voilà, ils ont du mal à construire des relations, pour avoir des interactions, parce qu'ils sont généralement considérés comme étant un peu bizarres, donc ils sont mis de côté. Ils ont des activités parfois un peu plus spécifiques, ce qui fait aussi que ça rend les choses plus compliquées pour se mélanger aux autres. Au niveau comme je disais, ils ont du problème avec l'implicite, donc ils ont une interprétation qui est très littérale du langage en fait. Ouais. Ils vont prendre le mot pour mot ce qui a été dit sans faire de détour. Donc il y a cette notion de rigidité dont je vais parler aussi dans les troubles cognitifs, c'est que tout ce qui est dit ou fait doit être dit ou fait de la même manière, et donc quand on parle, quand on fait une blague, quand on fait du sarcasme, c'est très compliqué pour les personnes autistes de les comprendre, et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont des difficultés à créer des relations, mais encore une fois, c'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'implicites, on s'en rend pas du tout compte, mais il y a Ouais. énormément d'implicites dans nos conversations. Ouais. Par exemple, de dire, je pense toujours au film Imitation Game parce que je trouve que c'est le meilleur exemple pour ceux qui Ouais. l'ont vu, The Imitation Game, l'histoire d'Alan Turing qui en fait était autiste, mais qui nous a sauvés de la guerre et qui a inventé les ordinateurs. Super intéressant le film, je ne peux que vous le recommander. C'est la scène où il lui demande. Est-ce que non, il dit venez, on va déjeuner. Oui, voilà, venez, on Et va donc... déjeuner, et puis il l'interpelle plusieurs fois, Alan, 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 et lui il est là, oui, quoi, on va déjeuner. Et lui il répond pas, parce que c'est une phrase, c'est pas une question. Mais en fait, implicitement, ça sous-entend, est-ce que tu veux venir manger avec nous? Voilà, moi je l'aurais compris. Et en partant, ils disent, il y en a un qui dit, qui a faim? Et Alan répond, ah ben moi j'ai faim. Et donc ils rigolent tous parce qu'ils comprennent disent, mais pas. ça fait 5 fois qu'on te le demande, mais en fait ils le demandaient pas. Voilà. Et pour donc lui, il explique, il dit, vous ne m'avez pas demandé si j'avais faim, vous m'avez dit, vous avez affirmé que vous alliez déjeuner. Et donc il y en a un qui dit, oh mais bon sang, Alan, c'est juste un sandwich. Et il dit, mais j'aime pas les sandwichs. Voilà. Cette scène, elle est géniale parce que c'est vraiment ça l'implicite, quoi. C'est toutes ces choses-là. Et puis bon, les signes les plus visibles, c'est souvent ce que les parents se rendent compte assez tôt, c'est quand l'enfant répond pas à son prénom. Le manque de regarde pas regard, dans les yeux. Ouais, voilà, ne pas regarder regarde dans pas les dans yeux. les yeux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, quand tu l'interpelles. Ouais, l'appeler, le regard dans les yeux, les expressions faciales. Ils ont un visage très monotone. Très le ton de la voix est figé. monotone aussi. Ouais, visage figé, la voix qui y a pas d'inflexion, ça monte pas, ça descend pas, c'est très robotique. Voilà, la prosodie, en fait, comme j'en parlais avant, elle est très basique, quoi. Il reste toujours avec le même ton de voix. Il n'y a pas d'exclamation, il n'y a pas d'émotion dans la voix, malgré le fait qu'ils en ressentent, et les expressions faciales. Et même, ça se voit pas. Voilà, quand ils sont contents, ils ont la même tête que quand ils sont pas contents. Ils évitent le regard pour ceux qui regardent un petit peu. Ouais. Ensuite, pour les troubles cognitifs et comportementaux, alors au niveau comportemental, il y a tout ce qui est les mouvements répétitifs qu'on appelle les stéréotypies. Voilà, c'est ces mouvements qui sont répétés. Donc il y a l'exemple du hand flapping, le balancement.
Il y a beaucoup d'enfants autistes Mmh. qui se balancent d'avant en arrière ou sur les côtés ou sur une jambe, qui ont tendance à... On en parlait avant parce que ça existe, hein, pour le coup, des enfants qui se cognent la tête contre les murs. Ouais, Ça aussi, la c'est des recherche mouvements, de stimulation voilà, sensorielle, hein, qui frappent, enfin voilà, qui ont ces qui mouvements un peu tourne. répétitifs. Oui, exactement. Et cette recherche de stimulation sensorielle, elle se fait aussi dans beaucoup, ils touchent beaucoup de choses parfois. Il y a certains enfants qui touchent beaucoup de choses, qui même mettent des choses en bouche, qui ont besoin de Ouais. mâchouiller des choses. On avait un enfant qui venait chez nous pour des séances, qui avait toujours besoin de mâchouiller. Il avait une petite languette Mmh. que sa mère lui avait achetée. Il mâchouillait tout le temps sa languette. Ouais, mettre Donc des ils choses à ont, la bouche, ouais. À voilà, chaque ils ont fois, été... sentir, toucher. Mmh. Et au niveau des troubles cognitifs, donc c'est en premier lieu les fonctions exécutives, donc tout ce qui est planifié, donc gérer le temps dans une journée, etc. Cette fameuse rigidité, donc il y a aucune flexibilité, c'est une règle, c'est une règle. Le meilleur exemple, c'est j'avais vu une fois un documentaire sur il était presque adulte, hein, il avait une vingtaine d'années, euh, donc un adulte qui était autiste et qui traversait la route uniquement quand c'était vert. Et quand c'était vert, il traversait. Quand c'était rouge, il ne traversait pas, mais quand c'était vert, il traversait. Il pouvait y avoir une voiture qui arrivait, il traverserait quand même parce que c'est vert, donc on traverse. Et C'est donc la ça peut règle. être... Donc ça, c'est cette forme de rigidité, en fait. Il y a pas de... On ne déroge pas à la règle. La règle, c'est la règle. On fait ce qui a été dit, Ils qui... considèrent pas le contexte, en fait. Voilà, exactement. Il C'est-à-dire n'y a s'il y a une pas voiture de... qui respecte pas le feu qui arrive, même si c'est vert, tu ferais bien de pas traverser. C'est Voilà, dangereux. exactement. Mmh. Et donc il y a potentiellement aussi cet aspect de mise en danger. Il y a cet Ouais. aspect de les routines très strictes, ils aiment pas du tout le changement. C'est-à-dire si on a dit que la journée allait se dérouler comme ça et qu'il y a un seul changement dans la journée, une seule chose qui est pas faite comme on avait déterminé que ça allait être fait, ben ça génère de l'inconfort, ça peut même générer des crises parce que c'est vraiment quelque chose qui n'apprécie pas du tout. Ils arrivent pas Euh, à gérer le changement parce que pas exactement. prévu, parce que changement de cadre, etc. Mais oui, la mise en danger, c'est vrai qu'elle revient beaucoup avec le traverser la route, hein. Souvent, les parents qui nous disent ah bah si je le lâche, il court partout, il court la route, il fait attention à rien, hein. Ils font pas du Voilà. tout attention à l'environnement. Ils sont vraiment dans leur bulle, dans leur monde. Voilà, et donc il y a aussi ces intérêts spécifiques qui entrent aussi dans cet aspect d'être dans leur bulle. Mhm. Ils ont des choses très spécifiques qu'ils apprécient, mais donc, par exemple, beaucoup de personnes autistes, on reparle de la communication, dans une conversation, s'ils n'ont pas d'intérêt pour ce qui est dit, ils vont pas forcément se mêler à la conversation, mais si un sujet qui les intéresse va venir, ils vont s'intéresser à la conversation, ils vont même avoir tendance à monopoliser la conversation pour étaler toute la connaissance qu'ils ont sur le sujet parce que c'est quelque chose qui les intéresse vraiment beaucoup et c'est Ouais. un intérêt qui est qui est exploité à son maximum, très détaillé, de manière très 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 Ouais. détaillée. C'est comme une obsession en fait, Voilà, presque. Ça exactement. pourrait. Encore une fois, il y a une histoire d'un enfant qui avait aucun intérêt, il n'avait pas de bonnes notes à l'école, il n'aimait pas du tout l'école, mais par contre, il était passionné par les voitures. Mhm. Et à 6 ans, l'enfant pouvait donner toutes les pièces d'une voiture parce qu'il passait son temps à réparer les voitures avec son père qui était mécanicien. Et donc, Mhm. il pouvait donner toutes les pièces d'une voiture. Il avait même les compétences pour réparer une voiture. Tellement c'était un intérêt spécifique et il était intéressé que par ça toute la journée. Ouais, et puis Bon. c'est souvent, quand on parle d'intérêt restreint spécifique, c'est souvent un petit peu en décalage avec l'âge par rapport à ce que des enfants de cet âge-là, normalement, s'intéressent. Je me rappellerai toujours quand j'ai fait du bénévolat en association avec des enfants autistes. Il y avait un des jeunes, il avait 10 ans, je crois, et son truc, c'était les gilets pare-balles. Voilà. Et donc, première fois que je le rencontre, tu sais, c'est quoi un gilet pare-balles? Tu sais avec quoi c'est fait? Et il était capable de m'expliquer absolument chaque couche et technicité du gilet pare-balles. Donc, j'ai appris des choses. Alors, malheureusement, j'ai pas retenu, je m'excuse. Mais voilà, il était capable de donner toutes les couches et d'expliquer chaque le Kevlar, le machin, le truc. C'était waouh. Voilà, à 10 ans, vous en connaissez beaucoup des enfants qui s'intéressent à ça. Bof. Mais du coup, c'était son truc. Et il pouvait en parler pendant des heures et répéter la conversation en boucle à qui voulait l'entendre à chaque fois. Donc c'est ça. Ouais. Au niveau des symptômes généraux, il y a aussi cette sensibilité sensorielle. Donc, il y a la sensibilité à la lumière, les lumières trop fortes, les lumières un peu des néons ou des choses comme ça qui sont assez désagréables pour les yeux. Donc, les personnes autistes, elles sont très sensibles à ça, au son, au bruit, le bruit environnant ou alors un son répétitif, quelque chose qui peut être dérangeant.
Il y a cette sensibilité-là aussi. Aux textures, les textures des vêtements, une étiquette qui gratte, un certain type de vêtements, hein. Parfois, il y a ces t-shirts en coton, le même t-shirt, faut l'acheter 50 fois parce qu'il y a que ce t-shirt-là qui va, que cette texture-là qui fonctionne. Les caleçons, pareil, ou les culottes, Faut enfin pas que ce voilà. soit trop serré. Il y en a qui aiment pas les jeans, etc. Exactement. Il y a cet aspect-là. Et il y a aussi, au niveau de la texture, au niveau de l'oralité, de la texture de la nourriture, il y a certains types de nourriture qui ne passent pas du tout, c'est pas possible. Certains goûts. Donc il y a beaucoup, généralement, les personnes autistes, elles mangent tout le temps la même chose. Voilà, Ouais, et de la même marque, pareil. voilà, parce qu'il y a déjà de un cette notion de rigidité et de deux cette notion de trouble de l'oralité qui fait que ils ont beaucoup de soucis avec les textures de la nourriture aussi, donc pas seulement des Ouais. vêtements. Et les Euh, odeurs aussi, des fois. Ouais, donc tout ce qui est sensoriel, c'est un peu plus sensible à ce niveau-là. Euh, donc tout ce qui est lumière, son, Ils portent texture, souvent des lunettes de soleil, même quand il n'y a pas forcément de soleil, parce que ça peut être très éblouissant pour eux. ou les casques anti-bruit à l'école, Ouais, etc. Pour vraiment. Et ouais. donc, et il y a une approche qui est basée sur ça aussi, sur cet aspect sensoriel dont Mélanie en parlera sûrement après. Euh, c'est qui est très réconfortante aussi. Donc on peut utiliser aussi cet aspect de sensibilité sensorielle pour apaiser euh, les Il y personnes a un peu autistes. les deux tendances en fait qui peuvent se mélanger, c'est-à-dire que d'un côté ils peuvent chercher la stimulation en tournant, en se balançant, en grimpant, vraiment de se mettre la tête à l'envers, etc. Il y a cette recherche de stimulation, et de l'autre côté il y a cette surstimulation dans certains créneaux où effectivement un type de vêtement particulier ne va pas aller, une odeur va pas aller, etc. Et les troubles de l'alimentation, c'est un truc où j'avais envie d'insister parce que on entend souvent des conseils qui sont donnés, que ce soit des amis, collègues, familles ou parfois de professionnels de santé qui vont dire ah ben votre enfant mange pas, de toute façon c'est des caprices. Un enfant ça se laisse pas mourir de faim, donc vous lui proposez l'assiette jusqu'à ce qu'il la termine. Alors, pour la plupart des enfants, peut-être, mais dans l'autisme, c'est faux, c'est complètement faux. Un enfant autisme avec des sensibilités assez costauds ou un trouble de l'oralité, je peux vous garantir qu'il se laissera mourir de faim. Il ne touchera pas à cette texture-là parce que pour lui, mettre ça dans sa bouche, ce serait comme prendre de l'acide hyper chaud. Voilà, dans sa bouche. Ça lui fait le même effet. Imaginez-vous mâcher sur des aiguilles. Hein, voilà. Personne ne fait ça, personne ne se forcerait à faire ça. Donc si, un enfant peut se laisser mourir de faim quand il y a ces particularités sensorielles-là. Donc on n'écoute pas les conseils de madame je ne sais qui, la voisine, parce que le parent, faites-vous confiance, vous savez voir si il y a un problème ou non. Souvent les parents ils sont hésitants quand ils viennent nous voir en consultation, je sais pas s'ils ont peur de se faire juger ou pas écouter ou quoi. Moi je fais confiance aux parents, je fais confiance à ce que la maman me dit, parce que jusqu'à présent j'ai vu aucune maman se tromper quand elle dit je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, on leur dit souvent qu'elles s'inquiètent pour rien, qu'elles sont hystériques, il faut qu'elles laissent l'enfant grandir, faire, etc. Non, moi je vous fais confiance, même si c'est votre premier enfant, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est différent, dans le meilleur des cas, c'est ce que je leur explique au téléphone, je leur dis écoutez, dans le meilleur des cas, il n'y a rien de grave, et effectivement, il y a juste une petite difficulté, ou il y a peut-être une petite passe, etc. Et tant mieux. Mais au moins vous vous êtes inquiétés. Mais dans le entre guillemets pire des cas, même si c'est pas une fatalité, il y a quelque chose, mais au moins on le voit tôt et on peut faire une prise en charge tôt, parce que surtout dans l'autisme, c'est extrêmement important de pouvoir le savoir tôt pour pouvoir le diagnostiquer tôt et donc faire une prise en charge. Par rapport à d'autres troubles, l'autisme, le plus tôt vous pouvez agir, le plus tôt le mieux, et donc le plus de chances votre enfant a de ne pas accumuler de retard ou de difficultés dans son développement et de décalage pour pouvoir bien se développer et ne pas rencontrer trop de difficultés. Donc, faites-vous confiance. Tu voulais encore ajouter quelque chose, Moesha, avec ça, par Dire rapport aux pour difficultés? dire pour Hop là. l'aspect pareil pour un enfant se laissera jamais mourir de faim. On revient sur cette rigidité excessive.
Si il a décidé que ce ne serait pas possible et que ça ne fonctionnerait pas, il va rester sur cette position-là. Et bien sûr que si un enfant autiste ne mangera pas s'il a décidé qu'il ne le mangerait pas. Et c'est pas de l'opposition ni un affront, c'est juste que c'est sa manière de fonctionner, que c'est comme ça que pour lui les choses fonctionnent. Et donc quelque chose de désagréable ne sera pas, il va pas être fait dans tous les cas. Voilà. Exactement. Oui, oui, ça rejoint cet aspect. En fait, tout est interconnecté à chaque fois. Même si ce sont des points séparés, ils sont tous connectés et l'un va jouer sur l'autre et influencer sur l'autre point, effectivement. Maintenant, pour parler un peu plus de ce qu'on parlait du masking, voilà. S'il y a des gens dans l'audience qui se posent la question de est-ce que je pourrais avoir de l'autisme ou je me sens bizarre, je me sens en décalage, il y a pas mal de choses à regarder. Alors c'est vrai qu'il faut avoir assez de connaissances pour ça et l'œil, parce que sinon effectivement ça passe complètement inaperçu et vous avez l'air d'un adulte, tout ce qu'il y a de plus normal, même si être autiste c'est pas être anormal. J'aime pas trop le terme de normalité, malheureusement c'est ce qu'on utilise et c'est ce qui je pense serait le plus clair pour vous, même si j'aime pas utiliser ce terme parce que je considère pas quelqu'un avec de l'autisme ou un trouble de l'attention anormal, il est juste différent. Donc en fait, pourquoi chez les adultes et surtout chez les filles, ça se diagnostique moins facilement et pourquoi il y a ce décalage entre l'âge de diagnostic? C'est parce que si vous avez une intelligence dans la norme, voire un petit peu plus élevée, que vous avez des facilités, etc., en fait, il y a un phénomène de suradaptation qui se fait, c'est ce qu'on appelle le masking, c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire plein de choses par imitation. C'est-à-dire que j'avais une dame qui me disait en fait j'ai découvert mon autisme il y a quelques mois et en fait je savais pas, mais c'est vrai que maintenant avec le recul en fait je me rendais compte que les autres regardaient dans les yeux quand ils parlaient, donc je me rendais compte que moi je le faisais pas, donc j'ai commencé à le faire, mais à faire attention de pas trop le faire pour pas que j'ai l'impression de regarder au fond de votre âme. Donc elle a dit pendant une conversation, je me concentrais à regarde un petit peu, compte 5 secondes, lâche ton regard, reviens, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui, moi, quand je discute avec quelqu'un, je réfléchis pas du tout où est-ce que je pose mon regard. Par contre, cette dame-là devait. Sauf que le problème, c'est que du coup, elle y mettait tellement de focus qu'elle suivait moins la conversation. Donc au final, des fois, elle répondait un peu à côté de la plaque. Et elle passait quand même pour quelqu'un d'un peu étrange et d'un peu dans la lune. Donc ce qu'on lui a diagnostiqué d'abord, c'était un trouble de l'attention. Par exemple, meilleur exemple que je peux vous donner et qui montre aussi à quel point c'est un handicap invisible, c'est le scriptage de discussion. Je pense que j'ai un point sur la communication quelque part. Bon, il doit être plus tard, mais c'est pas grave. C'est ce que mon conjoint faisait que je savais pas avant qu'il me le dise. C'est-à-dire que avant d'aller au travail, il réfléchissait, il avait une demi-heure de route dans la voiture. Il se faisait un script. Quand j'arrive, je vais dire bonjour à telle personne. Si elle me répond ça, je réponds ça. Si elle me répond ça, je réponds ça. Et en fait, toute la conversation est scriptée à l'avance. Alors, imaginez-vous à quel point c'est énergivore, parce que moi, c'est très spontané dans mes discussions, je réfléchis pas à ce que je dis. Même si là, j'ai préparé l'oral, etc. avec Moesha, cette présentation, c'est quand même assez spontané. Il y a des choses qui me reviennent, etc. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'apprendre quelque chose par cœur. Pareil, quand je vais au travail, je parle comme ça vient. Mais pour quelqu'un avec de l'autisme, c'est pas le cas. Et là où c'est problématique, c'est que déjà, ça prend de l'énergie. Et en plus, qu'est-ce qui se passe si, dans votre script, la personne vous répond autre chose que vous n'avez pas prévu? Ça génère énormément d'anxiété et la conversation, la personne se sent pas à l'aise, ça va devenir vite bizarre, etc. Donc ça, ce sont des choses de suradaptation, c'est-à-dire j'ai une difficulté, je suis pas à l'aise, je me rends compte que je regarde pas assez, que j'ai du mal avec la conversation, etc. Et en fait, vous allez trouver une méthode, une solution. Voilà, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je fais pour compenser? Alors, ça marche plus ou moins bien, ce que chacun trouve comme compensation, mais ça prend énormément d'énergie. Imaginez-vous scripter à l'avance toute votre discussion sur toute votre journée dans votre vie de ce que vous faites. Moi, je pourrais pas. Donc, à la fin, ce sont des gens, pour ça qu'ils préfèrent aussi la routine et les choses fixes, parce que c'est plus facile, il n'y a pas d'imprévus qu'ils n'ont pas prévus, qui du coup leur génèrent de l'angoisse, mais c'est extrêmement épuisant, ça déclenche vraiment de la fatigue chronique, et c'est pour ça que souvent les adultes qui viennent nous voir sont en burn-out. Mais pas burn-out par rapport à un travail toxique ou à une mauvaise relation au travail, c'est parce que ils sont dans la suradaptation dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle.
pour rentrer dans la case, et souvent ils arrivent avec ce sentiment d'être bizarre, d'être en décalage. Ce qu'on me dit souvent au téléphone, c'est je comprends pas pourquoi j'arrive pas à gérer mon quotidien, pourtant je vois tous les autres autour de moi, ça a pas l'air compliqué, pourquoi est-ce que moi je me sens complètement surmenée par des tâches toutes bêtes chez moi à la maison. Mais je peux plus, j'arrive plus, je gère plus. Donc ça, c'est une plainte qui est super courante. Voilà, je me sens bizarre, je me sens différent et je me comprends pas, je sais pas qu'est-ce qui... C'était quoi la phrase? Je sais pas qu'est-ce qui va pas avec moi. Voilà, celle-là, je me la suis répétée aussi, qu'est-ce qui va pas chez moi? Avant de découvrir que c'était le trouble de l'attention. Voilà, cette difficulté à gérer le quotidien. Et alors ça, c'est aussi un point qui me fait hérisser les cheveux de la tête encore en 2025, c'est le diagnostic erroné. Combien de femmes je reçois, et là c'est typique aux femmes, avec un diagnostic de trouble bipolaire ou de trouble borderline. Alors, ça me met en colère parce que ce sont des diagnostics qui sont fournis à la pelle chez la femme, alors que la bipolarité ou le borderline, c'est quand même quelque chose qui n'est pas super courant, comparé à l'autisme ou à d'autres troubles, mais c'est un peu la casse fourre-tout pour les femmes. C'est, oh, de toute façon, un coup elle déprime, un coup elle est un peu anxieuse, hop, bipolaire. Oh, elle est un peu... Ou alors, qu'est-ce que j'ai entendu récemment? Une femme qui s'était fait diagnostiquer et traitée d'hystérique et enfermée en psychiatrie, où ça a été bien évidemment la pire expérience de sa vie, parce que c'est pas du tout ce qu'elle a. Alors, le diagnostic du trouble bipolaire, la grande majorité des femmes qui viennent chez nous, il est faux. C'est soit de l'autisme ou une particularité d'un trouble de développement, ou alors du PTSD. Donc, c'est un terme en anglais pour dire quand vous avez des traumas psychologiques. Donc, si jamais vous passez par là et que vous avez reçu un diagnostic de trouble bipolaire, peut-être posez-vous la question si c'est vraiment juste. Et je comprends pas pourquoi en 2025, c'est toujours fourni comme ça à l'appel. Voilà, Moesha, je pense que tu peux attester, que ce soit toi ou moi, les clientes qui nous contactent. Et le trouble bipolaire, en plus, c'est un trouble hyper complexe qui... le diagnostic est déjà très difficile de ce trouble, alors que de se permettre de le fournir à l'appel, c'est assez particulier parce que c'est un trouble hyper spécifique avec des phases pareil, hyper spécifiques. Et donc, une personne autiste puisse être confondue avec quelqu'un ayant un trouble bipolaire, je trouve ça assez grave dans le sens où les symptômes de l'autisme, surtout à l'âge adulte chez une femme, sont absolument pas similaires. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Et en plus, comme tu dis, à côté de ça, les gens qui ont vraiment la bipolarité, ils mettent parfois plus de 20 ans à se faire diagnostiquer, alors qu'à côté de ça, on a des gens dont c'est pas du tout le diagnostic qui se font... Et puis alors, ils se font médiquer de psychotiques et de trucs comme ça, mais c'est encore pire parce que dans l'autisme, il y a une errance diagnostique. Pour le trouble bipolaire, il y a une errance diagnostique qui est énorme. Et parfois, il y a plusieurs diagnostics qui passent par là avant d'arriver au trouble bipolaire parce que... Ouais, parce que si t'as pas de changement de phase... Voilà, alors, exactement. Ou alors, il y a pas de diagnostic. Une phase dépressive en premier avec une tentative de suicide ou quelque chose comme ça en premier lieu, c'est le diagnostic de la dépression qui va tomber en premier. Ouais. Alors que pourtant, en fait, justement, c'est traiter un trouble bipolaire avec des antidépresseurs, c'est le pire truc possible. Donc, il faut absolument pas traiter un trouble bipolaire avec des antidépresseurs. Et donc, voilà, il y a une grosse errance diagnostique par rapport à ce trouble. Donc, je trouve ça c'est hyper contradictoire de le fournir à n'importe qui juste comme ça parce que un coup elle est anxieuse, un coup elle est, voilà, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Oui. Et même avec le trauma, je comprends pas que ce soit confondu avec le trauma, quoi. Je veux dire, c'est avec quelques questions lors d'une anamnèse, vous comprenez, en tout cas en tant que professionnel de la santé, je comprends pas que ça a l'air si difficile de diagnostiquer ça. Moi, en quelques questions, j'ai tout de suite, ça se voit tout de suite si c'est un trouble du développement, s'il y a de la vraie dépression, si c'est, alors je dis vraie dépression dans le sens bien diagnostiqué, ou est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est du trauma, etc. Mais je comprends pas comment c'est confondu. Mais ouais, ça c'est un sujet qui parfois j'arrive à passer outre, mais comme encore il y a quelques jours j'avais une consultation au téléphone avec une dame qui a 20 ans d'errance médicale alors qu'en fait elle a un trauma et qu'elle est passée par tous ces diagnostics et ces surmédications qui l'ont bien évidemment encore plus enfoncée. Je me dis, ma pauvre petite dame, je suis désolée pour vous, voilà, mais c'est dramatique. C'est pas des choses compliquées. Voilà, si on parlait de maladies rares, de maladies génétiques, de troubles complexes à diagnostiquer, quand les symptômes sont pas clairs, etc., je veux bien. Mais quand on parle de choses qui sont pourtant aussi simples, je me dis, mais
est-ce que il y a un problème de formation? Est-ce qu'il y a un problème, je sais pas. Je comprends pas. Il y a cet aspect au niveau des diagnostics d'anxiété et de dépression, c'est que c'est le symptôme qui ressort, du coup. Oui. On en discutait hier, c'est cet aspect de, oui, ok, les personnes avec un trouble du spectre autistique ont de l'anxiété, ont de la dépression, mais qui est causée par toutes les compensations et tous les efforts qu'il y a à faire au quotidien pour pallier à leur atypie. Et donc, en fait, oui, le symptôme est là. Il y a de l'anxiété, il y a de la dépression, mais c'est pas pas la cause. Voilà, c'est pas le diagnostic principal. Et si tu donnes des anxiolytiques, ça va te soulager un peu, mais ça va pas régler le souci de fond, en fait, qui est du fait que tu sais pas que tu as de l'autisme et que tu es surmené. Et c'est là où on en parlera plus tard et on en parlera aussi dans la deuxième vidéo. C'est là où le neurofeedback du coup est vraiment intéressant parce que ces aspects de symptômes qui prédominent, on peut nous voir ce qui est la cause, ce qui est en profondeur a vraiment. Il y a pas de masking, il n'y a pas de je me cache avec le cerveau. Quand on voit le cerveau, c'est le cerveau tel qu'il est et c'est le cerveau tel qu'il fonctionne. Et donc on peut voir tous les symptômes et les causes dessus, quoi. Voilà. Donc mais ça on en parlera plus tard. Ouais. Moesha, est-ce que tu nous expliquerais un petit peu vu qu'on parlait avant du vaccin ROR, que c'est pas ça qui cause l'autisme, est-ce que tu nous raconterais pas un petit peu qu'est-ce qui cause alors? Alors, il y a des facteurs neurologiques et développementaux. Donc, au niveau neurologique, c'est la structure du cerveau. Donc, on parle de volume cortical, donc la taille du cortex, donc du cerveau, donc les vagues que vous voyez sur le cerveau. Donc, ça, c'est le cortex. Donc, il y a une différence de volume, il y a une différence de connectivité. C'est hyper important, ça. La connectivité dans l'autisme, c'est il y a une hyperconnectivité au niveau local, voilà. Donc il y a le cerveau fonctionne par réseau, les neurones communiquent par réseau, donc qui ont été définis. Et donc au niveau de manière locale, au niveau des réseaux de manière locale, il y a une hyperconnectivité, mais une hypoconnectivité entre certaines régions du cerveau qui sont plus éloignées. Et donc ça, c'est une des caractéristiques aussi de l'autisme. Donc localement, est-ce qu'on pourrait dire si c'est hyper connecté pour que les gens comprennent ce que ça veut dire, c'est un peu comme si ça faisait du bruit de fond, parasite, dans le réseau. En fait, l'information, elle voyage de manière trop rapide. Ok, voilà. Que ce soit clair pour les gens et l'hypoconnectivité à des distances plus longues, alors qu'est-ce que ça veut dire? L'information voyage trop lentement, donc il y a ces fameuses difficultés qui sont engendrées du coup par ces aspects-là, parce qu'en fait les différentes régions du cerveau communiquent toutes entre elles, et ce qui permet aussi au quotidien d'avoir des fonctions adaptées. Donc au sein d'un réseau, c'est moins, ça a un impact moindre que au niveau de tout le cerveau, parce que du coup en fait il y a plein de choses, plein de fonctions de régions du cerveau qui fonctionnent entre elles, qui ont une mauvaise communication, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces altérations. Voilà, donc quand on dit hyperconnectivité, c'est connectivité trop rapide, donc ça veut dire information circule de manière trop rapide, et hypoconnectivité, c'est l'information circule de manière trop lente. Donc selon la région spécifique du cerveau, par exemple, on prend un exemple tout bête, la région du langage, donc qui peut être qui est à gauche de manière générale, mais bon, voilà, il y a des particularités bien sûr. Si dans cette région-là, l'information circule trop lentement, il peut y avoir des soucis de langage, des soucis d'initiation du langage, de compréhension du langage, voilà, des choses comme ça. Donc en fonction d'hyper ou hypo et en fonction de la région que ça touche, il va y avoir des symptômes différents, et c'est pour ça que c'est important de regarder à ça. Ok. Voilà. Tip top. Au niveau neurologique aussi, il y a les altérations au niveau des neurotransmetteurs, donc tout ce qui est la biologie du cerveau, la manière dont les neurones communiquent, donc avec tout ce qui permet en fait la communication entre les neurones, il y a ces aspects-là. Bon, je vais pas aller dans le détail, c'est très spécifique, mais c'est juste pour dire que cette différence, elle est là. Elle est mesurable. Voilà, donc au niveau neurobiologique, donc pas seulement au niveau électrique dans le cerveau, mais aussi au niveau chimique. Chimique. Voilà. Ok. Et il y a aussi des altérations fonctionnelles. Donc, comme on en parlait avant, la manière dont l'information voyage dans le cerveau. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est environnemental, donc tout ce qui est avant la naissance, donc pendant la grossesse et après la naissance. Donc avant la naissance, pendant la grossesse, il y a tout ce qui est facteur au niveau de la mère, donc les infections, l'inflammation, la consommation de substances,
pour les mamans. Ça peut altérer au niveau, à des phases aussi spécifiques de la grossesse, altérer le développement du cerveau de l'enfant en fait. Et donc c'est là que intervient le mot du coup neuroatypique, donc trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire au moment du développement du cerveau pendant la grossesse, il y a eu quelque chose qui a été différent. Voilà, ça a été fait différemment et c'est ce qui fait qu'après le fonctionnement du cerveau, la structure du cerveau est pareil, comme je le redis au niveau chimique, qu'il y a quelque chose qui se fait différemment et c'est pour ça que les symptômes après de l'autisme ressortent. Mmh. Oui, c'est très varié. Tu disais les substances, donc alcool, Ouais, cigarettes, drogue, exactement. inflammation, un virus pendant la grossesse Les qui carences a aussi, les les carences carences. Ouais. nutritionnelles. Puis pour les mamans, il y a aussi tout cet aspect pollution, les Oh oui. pesticides, les métaux lourds, etc. Les choses comme ça il faut faire, c'est quelque Ouais. chose sur lequel il faut être vigilant. Parce On que en tout parle ça, beaucoup plus maintenant, hein, Mm. les dernières années, que les plastiques, les PFAS, les perturbateurs endocriniens, les Ouais. pesticides, en fait, seraient une des... Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'autisme à cause de cette pollution, ouais. Ouais. Il y a des facteurs génétiques aussi. Ouais. Donc ça a été défini comme étant il y a un facteur génétique dans l'autisme et il y a notamment pour d'autres troubles aussi, d'autres maladies. Enfin, l'autisme c'est pas une maladie, mais donc des maladies à part de l'autisme, des particularités génétiques qui sont aussi reconnues, par exemple le syndrome de X fragile et il y a aussi le syndrome de Rett. Et Ouais, il qui y ont la en a même d'autres. Voilà, symptomatologie. ils ont la même symptomatologie. Il y a une origine génétique en fait. Mhm. Et donc pour l'autisme, l'autisme c'est pareil. Il y a cet aspect génétique. Et puis ensuite, il y a tout un aspect immunologique et au niveau du microbiote intestinal. Donc il y aurait comme hypothèse qu'il y aurait une hyperactivation des cellules immunitaires dans le cerveau chez les personnes autistes et qu'ils ont des déséquilibres au niveau du microbiote intestinal. Voilà, donc ça c'est ce qui Ouais. ressort le plus. Et la petite image qui est en bas, avec les écrans barrés, il aurait fallu les barrer, les gribouiller, voilà. Encore un mythe qui dirait que les écrans sont la cause de l'autisme et aussi des troubles de l'attention, ce qui n'est absolument pas le cas. Les écrans, ça ne cause rien. Il faut faire attention à la différence entre un enfant qui va être beaucoup focalisé sur les écrans, qui va passer beaucoup de temps sur les écrans et qui du coup va se couper de toutes les interactions sociales qu'il peut avoir. Mais ça, c'est pas de l'autisme, parce qu'à partir du moment où on enlève les écrans, cet enfant, graduellement, il va recommencer à construire les relations sociales. Voilà, le changement va se refaire dans l'autre sens. Alors qu'un enfant autiste, s'il est beaucoup devant des écrans, c'est déjà de un peut-être pour aussi couper ces interactions sociales qui le surstimulent et donc pouvoir être dans sa bulle. Mais aussi à partir du moment où on enlèvera les écrans, le fonctionnement et le comportement vont pas changer. Oui, C'est il est toujours, s'il y a un retard, il est toujours en retard. C'est un voilà, enfant non verbal qui a de l'autisme, vous lui enlevez les écrans, il va pas se mettre par magie à parler 2 mois plus tard, alors que des enfants non autistes qui ont un retard de langage car trop d'écrans, enlever les écrans, ça va aller mieux. Après, bien sûr, il faut toujours réguler le temps d'écran pour les enfants. Hein. Ça, Bien sûr. on le dira jamais Et assez. les adultes aussi, c'est pas Exact. bon. Il y a C- trop d'adultes qui sont sur les écrans. Il suffit, moi je prends le train pour venir au travail, il suffit de lever la tête dans votre wagon et vous voyez absolument tout le monde qui est en train de regarder, je suppose, TikTok. C'est catastrophique, ne faites pas ça. Enfin, du moins, il faut pas passer son temps sur les écrans. Tout son temps libre et ça a un impact hyper délétère sur l'attention. Les personnes de nos jours arrivent plus du tout à maintenir leur attention généralement. Enfin, la quantité de personnes qui viennent chez nous et qui nous disent j'ai un trouble de l'attention, mais c'est presque tout le monde en fait. Ouais, c'est la Et première plainte, c'est les voilà, difficultés de concentration et de mémoire. j'arrive pas à me concentrer et ça peut être dû à cet aspect de les changements d'image hyper rapides. Voilà, donc on ce qu'on appelle c'est quoi, on slide, comment Le ça se dit? scrolling en anglais. Voilà, on scrolle. Voilà, Mhm. et donc ça fait qu'on n'arrive plus à maintenir notre attention très longtemps et donc bah ça devient Oui, le compliqué de lire cerveau un s'entraîne livre, plus Ouais, c'est ça ça, les gens devient savent plus lire. compliqué de rester focalisé sur une tâche quand on est au travail, de faire quelque chose et puis l'attention divague et puis il y a aussi cet aspect j'ai tendance à prendre mon téléphone pour tout et pour rien. Enfin voilà.
Mais bon, c'est pas le sujet. Mais c'est juste pour dire. On diverge. C'est juste pour dire que les écrans ne causent pas l'autisme. Ni le TDA. Si c'était aussi simple que ça, on enlèverait tous les écrans et le monde se porterait mieux et moi j'aurais moins de travail, ce qui voudrait dire que les gens vont mieux, ce qui serait très bien, mais c'est pas aussi simple que ça. Sinon, je peux vous garantir que je regarderai jamais d'écran et j'aurai plus mon TDA et ça serait vraiment super génial, mais ça marche pas comme ça. J'ai essayé. Ok, au niveau des solutions, est-ce que tu veux faire les solutions? Je fais d'abord les solutions. Vas-y, tu peux commencer, je te laisse la parole. J'ai assez monopolisé. Okay. Donc au niveau des solutions, il y a pas mal de choses qui sont très connues, d'autres peut-être moins. Donc on s'est dit qu'on ferait. Il y en a peut-être même que j'oublie ici parce que c'est vrai qu'aussi en fonction des pays, il y en a qui sont plus ou moins reconnus, etc. Là, j'ai vraiment présenté les plus classiques. Il y a tout ce qui est éducatif et comportemental, tout ce qui est basé sur le développement et la communication et les approches aussi un petit peu ce qu'ils appellent pharmacologiques. Alors c'est quoi? Alors vous avez la méthode ABA, vous avez la méthode Teach, vous avez la méthode de Denver. Il y en avait aussi une autre du Canada que j'ai utilisée en stage dont le nom est en train de m'échapper maintenant, mais c'est pas grave, qui avait été développée par une personne qui avait elle-même de l'autisme. Donc c'est toutes des méthodes pour aider à la communication, à la compréhension des émotions, au développement du langage. Il y a aussi tout ce qui est très classique, psychomotricité, ergothérapie, kiné, j'en oublie encore certainement. L'orthophonie, voilà, toutes ces choses-là. Alors, il n'y en a pas une qui est plus magique que les autres ou une qui est meilleure que les autres. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai vu en association, c'est que ce qui marche le mieux avec les enfants et ce qui marche le mieux dans la santé de manière générale, que ce soit la santé mentale ou la santé physique, c'est de faire ce qui fonctionne sur soi. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être plein d'enfants pour qui la méthode ABA, elle fonctionne super bien, elle les aide à développer du langage et de la cognition et des choses comme ça, mais il y a des enfants avec qui la méthode ABA fonctionnait pas en association, donc on utilisait plutôt le teach. Et il y en a d'autres, le teach, ils aimaient pas du tout, c'est un échange avec des images, etc. Donc d'expérience, ce qui fonctionne bien, c'est de faire ce qui fonctionne pour l'enfant. Si un peu de chaque outil va l'aider à évoluer, c'est tout ce qui compte. Si que l'ABA va l'aider à évoluer, et ben alors c'est que l'ABA. Voilà, il n'y a pas de traitement miracle. Même nous, dans ce qu'on fait tous les jours, quand on parle de EEG, de neurofeedback, c'est pas un truc miracle. Pouf, on vous met dessus et hop, tous les soucis sont guéris. Non, il faut souvent faire une multi-intervention parce que les problèmes, il y en a pas souvent qu'un seul, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez pas avoir une méthode miracle qui va tout soigner, tout guérir. Si on vous promet ça ou qu'on vous dit ça, attention. Dans tout ce qui est approche pharmacologique, ça va être au niveau de l'alimentation et du microbiote. Il y a de plus en plus l'intérêt pour tout ce qui est transplantation fécale dans pas mal de troubles, notamment le diabète, la maladie d'Alzheimer, etc. On commence à s'intéresser un petit peu plus à notre vie et neurones autour de l'intestin. Et en fait, c'est super, super important. Il y a des vraies améliorations qui sont apportées. Je sais que les supplémentations aussi en mélatonine et en prébiotiques, probiotiques, ils ont fait des études qui prouvaient des bons changements. Alors les études n'ont pas encore montré de changement. Je dis pas encore parce que c'est pas parce que les études n'ont pas encore montré quelque chose que ça veut dire que c'est inutile. Mais je sais que j'ai des clients chez nous qui, en réduisant le gluten ou le lactose, ça a aidé leur enfant à développer le langage. Voilà. Même si les études, pour l'instant, si vous cherchez, disent que c'est pas tranché. Bon, voilà. On dit l'intestin, de toute façon, c'est le deuxième cerveau. Donc c'est ça, faut essayer, faut voir qu'est-ce qui fonctionne pour qui. Si ça fonctionne, gardez-le et continuez. Si ça fonctionne pas, on cherche autre chose. Voilà, c'est important de personnaliser la prise en charge, en fait. Et c'est pour ça aussi que nous, on regarde le cerveau. Parce que, comme disait Moesha tout à l'heure, qu'il y ait du masking ou que vous sentez pas qu'est-ce qui va pas, vous êtes juste capable de dire il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas c'est quoi. C'est pour ça que nous, on regarde directement dans le cerveau avec le EEG et qu'on va aller voir, ok, il y a ce point-là qui est dérégulé, il y a ça qui est hyper connecté, il y a ça qui est hypoconnecté, ça c'est surstimulé, ça c'est... Et de faire le tour de tout ça et de voir réellement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui va pas, ça permet derrière de savoir dans quel sens il va falloir faire le traitement, de dire ok, si on veut que ça marche, il faut faire ça. Ouais, et c'est un peu comme le médecin.
Notre avantage, c'est aussi que bah, déjà, on peut visualiser. Le cerveau, il parle de lui-même parce que c'est la source de tout. Voilà, c'est la source du fonctionnement Ouais, au c'est le chef, quotidien. hein. Voilà. Donc, en fait, on peut visualiser et on a l'image de la source. Donc, c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile d'agir sur les spécificités. Voilà, ça ce sera le sujet de la deuxième vidéo. Ça vous paraît un peu bizarre, c'est peut-être ce qu'on vous raconte là sans images, mais voilà, c'est un sujet très long, donc ça sera dans la deuxième partie. Ce qui est un petit peu moins conventionnel, mais qui est très très efficace et où je vois des enfants qui en bénéficient et même des adultes, et ça leur fait le plus grand bien. C'est tout ce qui va être pour la gestion des émotions et l'expression, l'art-thérapie et la musicothérapie. Alors pareil, encore une fois, c'est pas forcément adapté à tout le monde, mais il y en a avec qui ça marche très bien. On parlait tout à l'heure des troubles sensoriels. Alors la plus connue en termes de thérapie sensorielle, c'est la sneuzelène, mais il en existe plein. Ça peut énormément aider les autistes à s'habituer à la stimulation sensorielle. Parfois, ça peut les aider dans la limite de leur corps. Il y a des enfants autistes qui ont du mal à savoir où est-ce que se situe la limite de leur corps, donc ça les aide beaucoup. Il y a vraiment un apaisement qui peut se faire, mais pareil, c'est pas encore forcément fait pour tout le monde. La thérapie avec les animaux, alors ça, l'équithérapie, mais aussi, je sais qu'il y en a certains avec les chiens d'assistance, mais alors l'équithérapie, ça par contre, je ne peux que le recommander à tous les parents qui ont un enfant avec de l'autisme et qui a du mal dans la gestion des émotions, qui a parfois des troubles du comportement, des choses comme ça, même sans autisme, quand il y a des enfants avec des difficultés comme ça, on a vu le changement chez les jeunes lorsqu'ils ont commencé l'équithérapie, et même au niveau musculaire aussi, ça a un vrai avantage dans tout ce qui est le développement des muscles, s'il y a des troubles 10 ou des choses comme ça, je ne peux que le recommander. Alors avec des personnes formées, il suffit pas juste d'aller dans le centre équestre du coin et de mettre l'enfant sur un cheval et faire du poney club, c'est pas du tout la même chose que l'équithérapie, attention, attention. Alors pareil, c'est pas donné, c'est des budgets, c'est des choses qui, je sais pas où en est l'assurance maladie en fonction des pays, si ça couvre ou pas. Aux dernières nouvelles, je crois que non. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est pas donné. Mais c'est utile. C'est pas des bêtises, vraiment, ça a un vrai apport. Voilà, c'est Parce assez que impressionnant. ça permet en fait la co-régulation. C'est-à-dire que en fait le cheval, le cheval ne laissera jamais approcher quelqu'un qui manifeste de l'agressivité, qui arrive de manière. Moi, j'ai fait une séance d'équithérapie et c'est vraiment cet aspect de définir ses limites, donc faire comprendre au cheval mes limites. Voilà, donc je montre là où ça commence à pas être ok que tu t'approches de moi, et le cheval de même, il a des signaux, il va montrer de quelle manière pour lui c'est pas ok qu'on s'approche, et ça permet de se co-réguler, donc se synchroniser sur une émotion, un moment, voilà, à ce moment-là, et donc ça permet à l'enfant du coup d'apprendre à gérer mieux ses émotions, de mieux définir ses limites, que ce soit de son corps ou de son espace personnel. Et puis, bah, la relation avec l'animal, de toute façon, ça permet une interaction en plus et c'est vachement bénéfique. Mmh. Ouais. Ah bah, c'est super. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais c'est bien que du coup, tu puisses apporter cette expérience-là. Alors ensuite, dernier point, bah ça c'est les outils que nous on utilise. Alors en lisant ces noms, ça vous paraît du chinois parce que la plupart des gens et des professionnels de santé ne connaissent pas du tout, même si ça existe depuis plus de 60 ans et qu'il y a une base scientifique, etc. Alors les hautes autorités de santé des pays vous diront que oui, il n'y a pas de preuves scientifiques, etc. Ça marche pas. C'est pas la réalité des 20 000, 15 000, 20 000 cliniciens dans le monde qui montrent des changements. Mais ça, je pourrais vous expliquer pourquoi il y a un tel décalage entre ce que la science dit et ce qui se passe vraiment du côté de la clinique, parce que il y a toute une explication là derrière, de nouveau liée au cerveau. Nous, c'est des outils qu'on utilise, donc c'est-à-dire que neurofeedback, neuromodulation, cohérence cardiaque, SSP, tout ce qui est lié au système nerveux, au développement du cerveau et à son activité. C'est totalement complémentaire. Comme dit, c'est pas une thérapie magique. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça se complète super bien avec tout le reste et ça permet de booster aussi l'avancée des enfants et des adultes. Donc ça sera le sujet. Voilà, on vous tease un petit peu. Ça C'est sera. J'ai un pas mis d'image. catalyseur. C'est un J'aurais pu catalyseur, mettre le une image un neurofeedback. petit peu pour vous teaser, mais voilà, c'est un tellement long sujet. Là, déjà, on est extrêmement long. C'était censé être une vidéo d'une demi-heure et nous voilà, il est 1h08. Voilà. Le problème, c'est qu'on a du mal à faire court parce qu'on est tellement passionné par ces sujets et par ce qu'on fait qu'on pourrait encore en parler des heures. Je vous garantis que là, On on se a fait le choix restreint. de
On se Ouais, on se calme. restreint. Donc imaginez 1h08 sur une vidéo qui devait durer à la base une demi-heure. Bon, voilà, loupé. On aura essayé, on va faire mieux avec le temps. Mais ouais, ça nous passionne. Et puis, comme ça nous touche aussi personnellement dans notre quotidien et qu'on voit ça toute la semaine au travail et qu'on voit aussi des injustices et des choses comme ça, bah voilà, vous sentez aussi notre cœur qui parle au-delà de nos compétences de professionnels. Donc voilà. Moïcha, tu veux clôturer? Allons-y. Donc, on a beaucoup Pour ceux qui n'ont pas de parlé, patience. on a donné beaucoup d'informations et sur l'autisme, mais on n'a pas encore abordé le sujet du neurofeedback qui sera le sujet d'une autre vidéo. Mais si vous êtes impatient et que vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce dont on vient de parler et de voir plus loin, donc on a une page sur notre site internet qui est dédiée au traitement de l'autisme avec le neurofeedback. Donc vous avez toutes les explications, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, à quoi ça sert. Et il y a aussi une vidéo, donc c'est un ancien format, donc la vidéo est un peu plus longue et puis il y a des informations un peu différentes et supplémentaires qui est en français et en anglais et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Oui, là, c'est quand on parle trop et que ça dure 2 heures. Donc, on s'était dit qu'on ferait un format plus court qu'on a loupé, ou presque. Donc, ouais, on y travaille, on y travaille. Mais c'est vrai que oui, on pourrait en parler des heures. Hein. On a Mm. tellement de cas, tellement de gens, tellement d'histoires, Oui, tellement d'exemples d'expériences personnelles et d'expériences au C'est ça. travail et puis de documentation aussi tout simplement de tout ce qu'on a déjà pu lire puis apprendre. Enfin voilà. C'est ça qu'on essaye de mettre dans nos vidéos. C'est-à-dire, voilà, par exemple, aujourd'hui, on a introduit l'autisme, mais j'ai pas parlé de l'histoire du diagnostic et de tous les symptômes en fait, les choses faciles à trouver pour n'importe qui sur Google ou avec ChatGPT, c'est pas ça qui va aider les gens. Parce qu'effectivement, c'est des informations que tout le monde peut trouver en regardant un peu un film ou sur Internet ou ces choses-là. Mais ce qui va vous apporter de la compétence, de la connaissance et ce qui va vous donner du pouvoir sur vous-même, à vous-même, sur, moi, je serais contente si à la fin de cette vidéo, ça a aidé des parents qui sont perdus, qui se font pas confiance, qui se sentent pas bien et qui ont l'impression de trouver quelque chose, une solution, une alternative, qui se disent ah tiens peut-être Mélanie a dit je devrais me faire confiance et quand même consulter. Insistez, si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit avec un professionnel de santé ou qu'il y a un suivi qui marche pas, ne vous sentez pas coupable de changer ou d'aller ailleurs. Voilà, de chercher un autre professionnel, une autre professionnelle. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est rare, Moesha, quand même, qu'on ait eu des gens qui étaient parano ou hystériques ou à côté de la plaque sur leurs symptômes. Mine de rien, quand on les reçoit chez nous, alors peut-être qu'ils savent pas forcément mettre le bon terme dessus parce que c'est pas leur compétence, mais j'ai pas en tête, c'est extrêmement rare des gens qui s'inventent des problèmes qui viennent chez nous quand même. Oui, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui les dérange et même s'ils savent pas mettre soit deux mots tout court, soit le bon mot dessus, soit ils pensent que c'est autre chose que ce que c'est vraiment parce que généralement c'est le symptôme qu'on rapporte et pas la cause. Mais moi personnellement, j'ai jamais vu personne qui est venu me dire j'ai quelque chose et qui n'avait pas vraiment quelque chose. Même si vous Ouais. sentez qu'il y a il y a une particularité, quelque chose qui vous dérange, même si ça vous paraît anodin, enfin, il n'y a pas de mal à vouloir savoir et si on trouve quelque chose, tant mieux, on peut vous aider. Si c'était anodin comme vous le pensiez, tant mieux parce que c'est anodin. Mais Oui, c'est ça. Comme je disais, dans le meilleur des cas, il n'y a rien et tant mieux, c'était juste un coup de stress. Et s'il y a quelque chose, on peut voir ce que c'est, on peut regarder. Et il y a toujours une solution parce que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'adore ce dicton. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, même si parfois peut-être vous vous sentez désespéré, pas écouté, pas entendu. Voilà. Vous n'êtes pas seul, c'est plus courant qu'on ne le croit. Il existe des gens. Rapprochez-vous de parents, d'associations, de choses comme ça. Je pense que c'est encore le mieux qui peut vous aider quand vous êtes plongé du jour au lendemain avec un diagnostic et que vous n'êtes pas vraiment aiguillé. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et à changer si vous sentez que ça va pas. Voilà. Parce que si une prise en charge ou si un traitement médicamenteux n'a pas d'effet, soit c'est que c'est pas le bon pour vous, soit c'est que la cause elle n'a pas été correctement trouvée et que du coup vous prenez des choses pour rien. Et puis encore une fois, le traitement, c'est supposé être dans beaucoup de cas une béquille.
Oui, pas c'est sur le symptôme. Voilà, c'est pas une solution long terme. Donc le traitement il peut fonctionner, il peut vous aider un certain temps. Donc comme l'a dit Mélanie, si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas le bon truc, soit que voilà. Mais le traitement c'est pas supposé être une solution, c'est supposé vous aider le temps que C'est pas vous trouviez. curatif. Voilà, c'est supposé vous aider le temps que vous trouviez quelque chose qui vous convient et qui fera en Mm. sorte que vous puissiez vivre avec. Ça fait sortir la tête de l'eau, ça permet de se maintenir à niveau, mais si l'origine de ce qui cause ces symptômes-là est quelque chose d'autre, c'est jamais un médicament, surtout si c'est de l'autisme ou du TDA ou des choses comme ça, qui est pas une maladie, ça se soigne pas. Alors, dans le TDA, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, il y a le méthylphénidate et que il y a beaucoup de jeunes que je vois en consultation que ça a vraiment aidé. Il y a des gens avec malheureusement qui le supportent pas, donc pour ces gens-là, ils n'ont pas trop d'autres solutions, mais en tout cas, voilà, dans la plupart des cas, c'est ça. Ok. Je voulais juste faire une petite aparté. On parlait beaucoup du masking au féminin dans l'autisme, mais Moïcha a fait une présentation à l'époque au niveau du TDA qui est super intéressante avec notre collègue François. Donc si le masking ça vous intéresse et ce sujet-là, voilà, vous posez des questions, n'hésitez pas à aller voir aussi. Parce que dans le TDA, il y a toutes ces problématiques aussi qui sont hormonales, etc. chez les femmes. Ouais, elle parle beaucoup du cycle aussi dedans, c'est très très Voilà, intéressant. il y a tous ces aspects-là, donc si c'est différent, disons que la notion de masking est pareil pour le TDAH et l'autisme. Les femmes ont tendance, à cause des normes sociétales, à surcompenser pour rentrer dans une case. La compensation est juste différente pour l'autisme et le TDAH, mais cet aspect-là, il revient hyper fréquemment, et c'est pour ça que c'est super important et qu'on voulait aussi insister dessus, surtout en tant que femmes, toutes les deux, et parce que c'est très important. Voilà, donc si ça a pu vous aider, vous ouvrir des fenêtres sur des choses et vous permettre d'avancer, alors on a bien fait notre boulot. Si vous êtes à la recherche vous êtes déjà au courant de tout ça et vous voulez des solutions, on se retrouvera dans la prochaine vidéo du coup. Exact, tout à fait. Voilà, parce qu'on va sûrement parler de nouveau pendant 1 heure au niveau du cerveau, voilà. Exact. Mais si vous avez survécu jusqu'ici et que vous avez réussi à maintenir votre attention, félicitations. Vous pourrez mettre sur pause autrement et regarder en plusieurs parties pour ceux qui ont moins de patience, mais merci d'être resté jusque-là. Ouais, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Faites-nous un retour. S'il y a des choses, peut-être vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo. On sera aux aguets dès qu'on peut de questions. Le plus simple, je pense que si vous avez des questions pour pas qu'on les loupe, c'est de nous envoyer un email. C'est vrai que j'ai même pas mis notre email, mais ça pourrait être une bonne chose parce que c'est plus facile pour nous de vous répondre quand on reçoit les emails parce qu'au moins toute l'équipe le reçoit et là on peut vraiment se prendre le temps de vous répondre. Donc notre email c'est info@neurofeedback-luxembourg.com. Si vous avez un doute, il est sur le site web aussi. Donc voilà, envoyez-nous un mail. Il y a moins de chances qu'on le loupe que des commentaires sous la vidéo, mais n'hésitez pas à le faire, on regarde aussi. Voilà. Super, ok, on va vous laisser. Merci Moïcha pour cette présentation et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo. Merci à toi, bonne journée à tout le monde. Merci.